high fidelity. That's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life. Mardi 15 avril, Daniel Garrigue et une partie de son équipe, entourée d'un nouveau directeur de cabinet, renouent avec les traditionnelles conférences de presse quelques heures avant le conseil municipal. L'un des points centraux de ce conseil, c'est l'audit sur le budget de la ville de Bergerac, qui laisse également pressentir quelques tensions avec la communauté d'agglomération. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, merci d'être venus pour ce premier point presse de notre mandat. Puisque c'est aussi le premier conseil municipal. Comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à la mairie mardi matin et nous tenons le premier conseil municipal ce soir. Pourquoi? Parce que nous l'avions dit, il y a urgence d'agir dans cette ville et nous avons pu le vérifier quand nous avons découvert l'état des finances de la ville de Bergerac. Et notamment ce que nous savions déjà sur l'endettement, ce que nous savions déjà sur les dérapages en matière de dépenses de personnel, ce que nous savions déjà sur l'évolution générale des dépenses, mais ce que nous avons découvert et que nous ignorions jusque-là, c'est que le budget 2014, je dirais, n'était pas soutenable, prendre un terme à la mode, ne pouvait pas être respecté, ne pouvait pas être exécuté, sans augmenter les impôts, puisque nous votons ce soir le taux des impôts, si on avait laissé les choses continuer à aller au rythme où elles étaient parties, puisque la première tâche que nous avons eu à faire, début avril, c'est-à-dire après seulement 3 mois d'exécution du budget, c'est de nous attaquer à des éliminations de dépenses et des réductions des coupes de dépenses de 600 à 800 000 euros sur le fonctionnement et de près d'1 million d'euros sur l'investissement. Et si nous n'avions pas fait cela, si nous n'avions pas engagé cet effort, nous étions pratiquement obligés ce soir d'augmenter les impôts de 6 à 10%, ce qui veut dire d'ailleurs très clairement que l'équipe municipale sortante, qui avait engagé ces dépenses de façon totalement inconsidérée ces derniers mois, avait visiblement l'intention d'augmenter les impôts locaux dans ces proportions ce soir, parce que sinon ils ne passaient pas. Donc nous sommes en train actuellement de travailler sur le budget pour être en mesure d'assurer une exécution du budget qui nous permette de tenir l'engagement que nous avions pris initialement, qui est de ne pas augmenter les impôts dans une ville où les impôts sont déjà extrêmement élevés, les impôts locaux, en plus des autres impôts, et où, en plus, une grande partie des habitants ont des revenus quand même relativement modestes. Donc c'est un enjeu, je le rappelle, très fort pour nous, et cet enjeu, nous avons la volonté de le tenir. Voilà, ça c'est la première chose que je tenais à souligner. Sur les sujets qui sont à l'ordre du jour, il y a quand même un certain nombre de sujets importants. Premier sujet, c'est l'audit, donc sur les aspects finances, le sujet que je présenterai, c'est-à-dire l'engagement d'un audit. Je dirais qu'on engage un audit, c'est plus pour valider, avoir une validation extérieure, que pour faire le travail d'analyse de la situation budgétaire et financière. D'abord parce que nous avions énormément travaillé sur ces sujets. Adib Benfedoul avait particulièrement suivi ces questions dans le cadre de l'opposition municipale. Et ensuite, je dirais que le constat que nous avons fait, c'est à peu près le constat que m'a dressé le directeur général des services. Donc je dirais il n'y avait pas d'écart sur l'analyse de la situation. Donc ça, je tiens à le souligner. Ce que nous avons découvert en plus, et qui n'était pas prévu,
c'est les dérapages incroyables qui se sont accentués, accélérés depuis le début de cette année. Et qui, si nous ne prenions pas les mesures nécessaires, conduisaient automatiquement à une augmentation des impôts locaux. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, donc, nous aurons le vote des taux. Donc, nous maintiendrons les taux au même niveau que l'an dernier. Et nous aurons, je laisserai Adib prendre la parole sur ce sujet, nous aurons l'adoption des indemnités. Alors, pour les indemnités... Donc, non, mais on va y revenir. Je fais la présentation d'ensemble d'abord. On va revenir sur ce sujet. Ensuite, nous aurons, autre sujet, les relations avec la communauté d'agglomération. Donc là-dessus, nous allons... il est évident qu'avec... qu'on ne peut pas... on a eu le droit à une véritable déclaration de guerre lundi, il y a 8 jours, où on a élu... M. Rousseau a été élu dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire ayant été battu au suffrage universel à Bergerac. Il est revenu à la présidence de la CAB avec le concours des élus d'un certain nombre de communes voisines, au mépris du suffrage universel. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais prédit que si j'étais élu président de la CAB, je procéderais à une ouverture, à une suspension de séance qui permettrait quand même d'ouvrir le bureau à un certain nombre de maires qui avaient soutenu M. Rousseau dans sa démarche. Moi, je constate qu'il n'y a pas eu du tout la même démarche, que le bureau a été élu sans qu'il y ait la moindre ouverture vers la ville de Bergerac. Et par conséquent, nous ne sommes même pas au bureau de la CAB. Donc, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là avec la CAB, puisqu'il n'y a pas eu de tentative d'ouverture de leur part. Et par conséquent, il n'est pas possible que nous ayons, comme c'était le cas, un certain nombre de fonctionnaires partagés entre la ville et la CAB. Donc, dans certains cas, nous procédons à la fin de mise à disposition gracieuse, notamment du directeur des services techniques, qui est mis gracieusement à disposition de la CAB. Nous demandons aux agents qui sont concernés de choisir entre la ville et la CAB. Ils sont 4, 5, 6. Et nous décidons également de mettre fin à un certain nombre de mises en commun, notamment du service informatique et des marchés publics, puisqu'il n'est pas plus possible de travailler ensemble. Donc ces questions-là sont aussi à l'ordre du jour. Et puis il y a un sujet extrêmement grave qui était dans les tuyaux, c'était la prise par la communauté d'agglomération de la compétence numérique. Donc, si vous voulez bien, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui demande des explications, qui est un sujet assez complexe, mais qui est un enjeu considérable pour l'avenir et sur lequel Bergerac ne peut pas accepter d'être mis à l'écart. Et puis, autre sujet sur lesquels nous délibérons, la question, le solde de la Félibrée, la prise en charge du déficit de la Félibrée, sur lequel nous vous apporterons aussi un certain nombre d'éclaircissements nécessaires. Et puis, dernier point, j'y reviendrai cet après-midi, ce soir, c'est le fait que l'une de nos colistières, Henriette Péchesco, a souhaité se retirer et doit nous adresser sa lettre de démission, normalement, aujourd'hui. Parce que l'organisation que nous avions faite et sur laquelle tout le monde avait été informé permettait, en principe, entre ceux qui allaient à la CAB et ceux qui avaient des fonctions d'adjoints, permettait à tout un ensemble, toute une partie de l'équipe d'accéder à certains, non pas à certaines responsabilités et à certaines fonctions.
Et donc c'est vrai que forcément cet enchaînement a été bouleversé, et c'est vrai que c'est... bon, elle le vit mal, on en reparlera, mais on a essayé, on a tout fait pour la convaincre de rester. De toute façon, le domaine qu'elle avait n'était pas remis en question, son domaine d'action. Mais bon, elle vit très mal cette remise à jour qui est malheureusement, qui était une des hypothèses qui pouvait se produire compte tenu du résultat des élections successives. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, l'essentiel est là, mais j'aurai plus d'éléments en ce qui concerne Henriette Péchesco, je pense, ce soir. Quelques bricoles, le coup d'éponge pour le solde de la Félibrée, c'est pas le plus important, mais... Oui, mais je vais y revenir. Le montant est de combien ? Le montant global, 60 000 euros de subvention d'origine, environ 54-55 000 euros de subvention complémentaire, et 40 000 euros de factures prises en charge par la ville sur des achats faits par le comité de la Félibrée, ce qui nous amène à peu près à 155 000 euros de... Non, mais la subvention d'origine était bien de 60 000, donc vous 60 000, rajoutez 55 000 de subventions, et il y a 40 000 euros de factures qui ont déjà été payées par la ville, d'achat de matériel, mais je reviendrai dessus parce qu'on peut se demander si c'est vraiment le rôle de la ville de Bergerac que d'acheter un jet d'eau. Quoi, hein? Un jet d'eau. Ah, ils l'ont acheté. Un jet d'eau. Enfin, c'est acheté. Oui, il est acheté. On va le remettre, il était proche. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être revenir sur les trois sujets un petit peu pointus. On allait l'oublier à la fin. Donc, Non, mais on va reprendre les trois sujets pointus. Hein? Je vais demander à Adib Benfedoul de vous parler des indemnités. Moi, je vous parlerai du numérique. Et je ne sais pas, Liliane, vous souhaitez parler... Vous avez dit tout à l'heure, mais du transfert des compétences des gens qui travaillent sur la CAB. Et... Vous en direz un mot. Si vous voulez, oui. Et puis moi, je dirais un mot pour finir sur la question de la Félibrée. Donc, Monsieur le maire a rappelé la situation financière qu'on a prouvée la première semaine. Pour les indemnités, c'est un sujet quand même qui est assez sensible et qui fait débat dans plusieurs communes. Et on avait à prendre une décision rapidement. Donc, on avait un montant global qui était voté par l'ancienne municipalité d'à peu près 200 000 euros. On avait de la marge pour augmenter ces indemnités. On avait la possibilité de garder la même enveloppe ou réduire ces indemnités. Bon, d'abord, c'était un engagement électoral. Hein. On avait dit qu'on allait réduire de 30% nos indemnités pendant la campagne électorale. Donc, il y avait trois conditions que l'on a posées, trois exigences, à savoir donc cette enveloppe, la réduction de cette enveloppe d'au moins 30%, que le coût de premier adjoint soit réduit de 50%. Et le point le plus important, et je crois que la mesure la plus forte, c'est que M. le maire renonce à ses indemnités. Je crois que là, nous sommes en train de donner une nouvelle image, de donner l'exemple à suivre, à savoir une nouvelle voie, et j'espère que d'autres vont la suivre. C'est la voie de l'effort partagé, et l'élu d'abord ne doit pas chercher d'abord le confort, mais justement il doit participer activement à l'effort pour tous. Donc c'est une mesure économique, parce qu'il faut savoir qu'on fait quand même une économie pour la commune d'à peu près 90 000 euros par an. En année pleine. En année pleine. Donc cette année, ça sera un peu moins. Ça sera dans les 60 000. Mais sur les 6 ans, c'est quand même une économie de plus de 500 000 euros. De quoi offrir à Bergerac un beau projet. Donc ça, c'est important. J'ai du mal à comprendre comment, même en année pleine, sur 200 000, quand vous dites moins 30%, moi j'avais fait tout de suite mon calcul dans la tête, ça faisait moins 60 000. Et vous arrivez à moins 90 000 ? Oui, Adib, là... On a fait plus non, de 30%. mais les 200 000, c'est ce que ça coûte cette année, c'est ce que ça va coûter à l'avenir.
Parce que vous annoncez Il fallait la dépense remettre globale le de 100 document. 000 Oui, euros. on va vous remettre Vous annoncez moins 30%. Oui, il faudrait vous je remettre calcule vite, ça, les- dans ma tête. Ça ferait 60 000 en moins. C'est plus Plus que 30%. Ah, plus de... Ah oui. Il faudrait, Ouais, il faudrait remettre... on va vous remettre les documents. Mais on a fait plus de 30%. Pardon 35%. Ouais, Oui, 37%. mais ça, Oui, mais sur les 90 000, ça n'a pas le non, total. non, mais ça... Moins 50 et vous... Mais justement, c'est surtout... Ça fait un global de moins 35%. les indemnités de Monsieur le maire qui vont être à zéro. Oui, mais ça sera 32% Voilà. un jour quand la Oui. personne, si Henriette Péchesco s'en va vraiment et qu'elle est Ça va faire un remplacée. tiers, quoi. Voilà. Donc on a voulu quand même Voilà, mais c'est un commencer, tiers de combien alors C'était combien avant à peu près 200 000 euros. Donc un tiers de 200 000, ça fait 65 000. 66 000. Et vous nous annoncez 90. C'est pour ça que Non, je- mais 200 000, mais il faut aussi il y a le volet de cotisation. Hein. Parce que l'enveloppe globale, Ouais, voilà, elle, c'est ça. elle fait plus de Voilà, 200 000. exactement. Voilà, ça c'est les indemnités. 220, 230. Voilà, Oui, exactement. il y a le Voilà. net et il y a le brut. Voilà. Voilà. Vous savez, un emploi dans la fonction publique, pratiquement, quand vous mettez toutes les charges, souvent vous doublez par rapport au... Enfin, vous rajoutez facilement 60% par rapport à la charge initiale, par rapport à la charge nette que la personne reçoit vraiment. Et c'est pareil pour les élus. Donc ça montre bien l'état d'esprit de cette équipe qui veut commencer, qui commence d'abord, l'élu commence d'abord par lui-même. Et donc je crois que c'est important pour nous, dans la situation actuelle des finances publiques, de faire un geste fort qui va nous permettre d'abord montrer, donc on a dit, montrer l'exemple, mais surtout c'est une mesure économique qui va aider la ville dans le futur. Bien, y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, Monsieur Garrigue, on comprend que c'était prévu dans votre programme de réduire les indemnités des conseillers municipaux, mais par contre, le fait que vous ne preniez aucune indemnité en tant que maire, c'est pas une mesure un peu démagogique dans le sens où... monsieur, je vais vous répondre, monsieur. Attendez, je termine. Quand on est le maire d'une ville, on a quand même laissé croire qu'un maire n'a pas besoin d'indemnité pour travailler. Pour faire son travail, c'est une mesure qui me paraît un peu démagogique. Alors, je vais vous répondre deux choses. Premièrement, j'aurais fait de la démagogie si j'avais annoncé ça avant les élections. Or, je ne l'ai pas annoncé avant les élections. J'avais bien l'intention de le faire, mais je ne l'ai dit à aucun moment avant les élections. Donc, on ne peut pas m'accuser de démagogie. Deuxièmement, pourquoi je prends cette décision? C'est parce que j'ai une retraite qui est confortable, que j'ai déjà une indemnité de conseiller général et que je ne vais pas en plus toucher une indemnité de maire. Enfin, je veux dire, ça serait vraiment inconvenant. Une indemnité, c'est fait pour indemniser. Alors il y a autour de moi... Vous auriez pu renoncer à vos mandats, par exemple. Mais attendez, là vous posez... J'ai un autre mandat qui est un mandat de conseiller général qui prendra fin dans un an. C'est quand même utile que pendant cette année, j'essaie d'avoir un minimum de contact pour la mise en place de la municipalité avec le conseil général, parce qu'il y a quand même un problème de jointure à faire entre la ville et le conseil général, et on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Et deuxièmement, je veux dire, si je démissionne de ma fonction de conseiller général, ça provoque une élection partielle. Donc, et en plus, une élection partielle, je suis même pas sûr qu'à un an de la fin du mandat, ça provoque une élection partielle. Donc, ça veut dire que Bergerac, peut-être, ne serait même plus représenté au conseil général. Donc, je veux dire, c'est pas l'intérêt c'est l'intérêt de personne. Et donc, je vais jusqu'au bout de mon mandat de conseiller général. Mais je dis très clairement... autant ceux qui sont autour de moi, certains sont dans une activité, ils ont quand même une perte de revenus, parce que certains réduisent leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Donc il est normal qu'ils en soient indemnisés. Moi, on revient au principe de l'indemnité qui est d'indemniser. Et deuxièmement, il y en a un certain nombre pour lesquels ça entraîne quand même un certain nombre de frais importants. Bon, je le dis, moi, j'ai une retraite. Quand on a passé 40 ans au Parlement, on a quand même une certaine retraite. Et j'ai d'autre part mon indemnité de conseiller général. Donc je ne vais pas en plus toucher une indemnité de maire. Voilà, c'est tout simple. Mais ce n'est pas de la démagogie, c'est l'esprit des textes. Et encore une fois, si j'avais voulu faire de la démagogie, je l'aurais dit avant les élections. Je n'en ai jamais parlé avant les élections.
Bien, on passe. Le budget total, vous êtes combien? Le budget total de la ville, il est d'ordre de 34-35 millions d'euros, je pense, pour le fonctionnement. Et l'investissement, c'est variable. Si vous additionnez le remboursement de la dette et les investissements, vous êtes à 7, entre 7 et 9 millions d'euros. Et puis, si en plus, il y a les budgets annexes qui sont quelque chose de très compliqué, parce que, en principe, les budgets annexes s'équilibrent pour une partie d'entre eux en recettes et en dépenses, et puis il y en a d'autres qui s'équilibrent dans la durée. C'est compliqué. 35 millions de fonctionnement et entre 7 et 8 d'investissement. Entre 7 et 9. 7 et 9, pardon. Oui, ça dépend des années. Ça dépend des années. Vous parliez tout à l'heure de devoir faire des économies de 6 à 800 000 sur le fonctionnement, 1 million d'investissement. Ça va concerner quoi comme, Ça concerne beaucoup de décisions qui ont été prises ces derniers mois. D'ailleurs, je n'exclus pas de saisir la commission des comptes de campagne d'un certain nombre d'initiatives dont on peut se demander si elles se rattachent vraiment aux actions de la ville ou à la campagne électorale, notamment tout un ensemble de recrutements qui ont été faits ces derniers mois, tout près de l'élection. Et puis il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a la possibilité de réduire les crédits, qui étaient en partie dans le budget initial, dans le budget primitif. Et puis et donc on essaie de jouer sur tous ces éléments pour trouver ces 600 à 800 000 euros. Je précise qu'on ne mettra pas en cause le passage du Tour de France à Bergerac, si ça peut rassurer tout le monde. Il y a d'autres événements programmés de l'été, par exemple, que vous allez remettre en cause? On est en train de regarder, oui, on est en train de regarder. Je dirais les choses essentielles, on n'y touche pas. Mais il y a peut-être certaines choses. On essaie de faire en sorte, en tout cas, que l'été, on a une volonté de développement du tourisme à Bergerac. Bon, et nous avions initié cette politique qui a d'ailleurs été à peu près suivie par l'équipe précédente, c'est d'avoir des animations en continu sur la période d'été à Bergerac, de telle sorte que les gens qui viennent ici trouvent une ville avec de l'animation. Mais la plus grande partie de ces animations sont d'un coût, je dirais, tout à fait supportable pour la ville. Et je pense par exemple, j'ai parlé du Tour de France, évidemment on n'y touche pas. Je pense au Festival Flamenco, on n'y touche pas non plus. La Bodega, tout ça, non. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a la possibilité quand même de faire des réductions sensibles sur le fonctionnement. Il y a certains emplois qui ne sont pas encore finalisés ou qui ne sont pas encore définitivement sur lesquels on va revenir parce qu'on ne peut pas, on ne passe pas financièrement. On ne passe pas. Vous avez annoncé 6 à 800 000 euros de fonctionnement, donc quand on coupe un emploi, effectivement, on le coupe pour plusieurs années, donc ça c'est... Non, mais c'est quelquefois des recrutements sur une période brève. Mais, Et en revanche, 1 million d'investissements, c'est 1 million d'investissements au total qui était prévu sur... Ils étaient peut-être étalés, ces investissements. Il y a des investissements qu'on va étaler, qu'on va retarder, il y a des travaux qu'on va retarder, qu'on va étaler. Quand vous dites on fait 1 million d'euros, une coupe d'1 million d'euros d'investissement, c'est pas toujours des projets que vous abandonnez, mais que vous étalez sur... Ça peut être des choses qu'on étale, oui, tout à fait. Vous avez par exemple des travaux d'entretien. D'abord, les travaux d'entretien, on va essayer d'en préserver le maximum dans les bâtiments, parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument faire. Et puis, on ne veut surtout pas continuer à faire souffrir le secteur du bâtiment, qui est déjà assez affecté comme ça sur Bergerac. Il y a par exemple des travaux, je pense qu'on va maintenir des travaux qui concernent l'élimination de l'amiante sur le gymnase Bramery, parce que l'amiante, c'est beaucoup, l'évrite, c'est beaucoup dégradé. Ça, il y a l'urgence santé publique. Bon, on joue sur tous les postes. Ce qu'on maintient, par exemple, c'est les crédits d'insertion. On essaie de maintenir... Vous nous répondez parce que vous maintenez. Oui, mais parce que non, mais on vous donnera le détail. Si ça vous intéresse, on vous donnera le détail, mais c'est poste par poste. C'est pas un ou deux investissements qu'on non. On gratte sur... On gratte sur l'ensemble des postes. Ah oui, on a tout revu cette semaine, et puis... On gratte sur tout. D'accord. C'est pas... Oui, on sait qu'il faut serrer, parce que sinon, et pour les années à venir, on aura des remises en cause plus profondes de la politique menée par la ville. Si on veut arriver... Il n'y a pas un investissement particulier. Non, il n'y a pas un investissement particulier. Il y a une multitude d'actions ou de petits investissements
qui sont concernés. Voilà. Est-ce que ça signifie que la modernisation de la médiathèque que vous aviez annoncée dans votre programme soit remise en cause? Alors la médiathèque, sur la médiathèque, moi je vais répondre plusieurs choses. D'abord, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Donc on a dit très clairement que c'était pas en un an qu'on allait traiter ce problème. C'est lié en partie au projet des nouvelles galeries. Moi j'ai dit très clairement là-dessus que si M. Thollet avançait, on ferait tout pour qu'il avance. On a visité les locaux, on a vu qu'il y avait effectivement certains travaux, mais avec M. Thollet, on a été échaudé à de nombreuses reprises dans le passé. Donc nous allons surveiller ce qu'il fait très étroitement. Nous continuons à préparer à toutes fins utiles le dossier d'expropriation pour le mettre en œuvre si c'est nécessaire. Et voilà, si les choses avancent, nous on souhaite que ça, hein, c'est qu'elles avancent. Et si elles n'avancent pas, on réagira aussitôt. Et en ce qui concerne la bibliothèque médiathèque, c'est effectivement un projet que nous avons. Sauf qu'aujourd'hui, la médiathèque a été transférée, la bibliothèque telle qu'elle est actuellement a été transférée à la communauté d'agglomération. Donc si nous lançons un projet, ça sera un projet ville. Voilà. Vous êtes penché sur le PLR déjà ou pas? Bien sûr qu'on se penche étroitement sur le PLR, mais le PLR, nous allons tout mettre à plat. Il est évident que nous, notre position est très claire sur le PLR, c'est que nous sommes en désaccord complet avec l'idée de centre aqualudique, que nous considérons que la vraie priorité, c'est la remise en état de la piscine municipale, de refondre la piscine municipale ou de reconstruire la piscine municipale suivant le diagnostic, mais dans l'état où elle est, je pense qu'il faut aller très loin. La piscine municipale est de compétence communauté d'agglo. Mais je fais observer que le centre aqualudique, tel qu'il est conçu aujourd'hui, doit se faire sur des terrains qui dépendent de la ville de Bergerac. Donc nous y sommes tout à fait opposés. Nous sommes tout à fait opposés à ce projet et nous sommes pour la piscine municipale. Et sur un troisième équipement auquel nous attachons beaucoup d'importance, le stade d'athlétisme, je rappelle que la ville de Bergerac a déjà délibéré et que nous souscrivons totalement à cette délibération. Et donc la ville de Bergerac a présenté un projet, s'est portée candidate et que c'est la précédente majorité qui l'a voté et que nous assurons tout à fait la continuité sur ce projet, qui est peut-être celui qui peut voir le jour le plus rapidement si les partenaires qui ont été sollicités à cette occasion tiennent leurs engagements. Si le dossier du parc aqualudique avance dans le temps, il ne se fera pas à Bergerac. Pardon ? Si le dossier du parc aqualudique avance, il ne se fera pas à Bergerac. Ah bah écoutez, si la CAB veut jeter l'argent par les fenêtres, c'est son problème. Hein. Mais la piscine, vous allez construire une piscine ou c'est de la réparation de l'ancienne piscine? Je dis la piscine, elle dépend de la CAB. Nous, ce que nous avons dit et ce que tout le monde constate, c'est que la piscine, dans son état actuel, elle est arrivée au point de rupture. Et donc, il est urgent, pour nous, c'est une priorité de refaire une piscine. Aujourd'hui, vous avez des problèmes d'isolation, des problèmes d'alimentation en énergie, des problèmes même sanitaires, hein, tout simplement, des équipements qui ont été mis en place pour les personnes handicapées, mais qui, d'après les informations que j'ai, fonctionnent très mal. Donc, je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Or, c'est un enjeu, comme le stade d'athlétisme, c'est un enjeu considérable, puisque les premiers concernés, c'est les scolaires. Je rappelle que la natation et l'athlétisme sont au programme du baccalauréat, et puis ça concerne les clubs sportifs, et ça concerne aussi tous les usagers de toutes les générations. Vous avez l'aquagym, par exemple, toutes ces activités-là. Et ça concerne tout l'arrondissement en plus, parce que je rappelle que la piscine, en ce qui concerne les scolaires, accueille aujourd'hui pratiquement les écoles et les collèges de tout l'arrondissement. Donc en fait, en termes d'investissement pour les infrastructures culturelles ou sportives, on peut en revenir à la CAB, il y a quand même il va y avoir
un manque de latitude de votre part pour intervenir pour ces projets-là? Bah, écoutez, nous, le premier projet sur lequel on est en mesure d'intervenir, c'est la piste d'athlétisme, je le dis, puisque c'est compétence de ville. Oui, la médiathèque, la piscine... Alors la médiathèque, la bibliothèque médiathèque, nous conservons notre projet, nous avons parfaitement le droit de créer une bibliothèque médiathèque si nous le souhaitons. C'est pas, je veux dire, la médiathèque existante a été transférée à la CAB au titre de l'intérêt communautaire que présentait cet équipement. Mais ce n'est pas la compétence... une commune a tout à fait le droit de créer une bibliothèque médiathèque. Elle en garde tout à fait la possibilité. Ça risque de remettre en cause la mise en réseau des médiathèques. Mais écoutez, commençons par avancer sur le projet, et puis après on parlera de la mise en réseau. La mise en réseau, elle est tout à fait possible. En fait, ma question, c'était pour aller plus loin. Comment vous allez pouvoir travailler dans cette situation politique actuelle? Mais on va travailler, on a des projets, on va pousser nos projets. Si je reprends un peu votre raisonnement sur le parc aqualudique... On a quand même la légitimité du suffrage universel, nous. On peut le transposer à la médiathèque. Pardon? On peut transposer votre raisonnement sur le parc aqualudique de Picaillou à la médiathèque. C'est-à-dire? Si j'ai bien compris, vous voulez refaire une bibliothèque médiathèque c'est un projet que nous poursuivrons. Il y en a une qui existe et qui... écoutez, on verra, mais qui est quand même de plus en plus, je dirais, inappropriée par rapport aux besoins. Donc nous continuerons à avancer sur ce projet. Puis, vous savez, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir, dès l'an prochain, un changement de majorité au Conseil général. Il peut y avoir... dans 3 ans, un changement de majorité, de président de la République, etc. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce pays. Vous savez, on a 6 ans devant nous. Et puis peut-être qu'à la CAB, il y a un certain nombre de gens qui vont se demander s'ils ont bien voté pour le bon candidat. On ne sait jamais. Vous pensez à des démissions? Bah écoutez, on verra bien ce qui se passera. Vous savez, l'avenir est toujours en politique, rien n'est jamais fixé une fois pour toutes, vous savez comme moi. Vous avez annoncé que vous alliez dire quelque chose sur la compétence numérique de la CAB qui était inacceptable. Qu'est-ce que vous allez faire là? Alors, sur la compétence numérique, c'est-à-dire il y a une demande de délibération demandant qu'on reconnaisse la compétence de la CAB dans le numérique. Nous allons refuser de donner cette compétence sur le numérique à la CAB pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le numérique, nous n'avons pas cessé de le dire pendant cette campagne, c'est un enjeu absolument considérable pour Bergerac, et je dirais même c'est un des enjeux qui commande le futur économique de Bergerac, parce qu'à l'heure actuelle, je connais des entreprises qui envisagent de partir parce qu'elles n'ont pas une couverture numérique suffisante. Et que si nous voulons... La compétence numérique, c'est l'installation d'un système de c'est un système... Le numérique, l'enjeu, si vous voulez, techniquement, ouais. L'enjeu, c'est qu'à l'heure actuelle, les systèmes de réseau tels qu'ils existent ne permettent pas des échanges d'informations ou des transferts d'informations dans des conditions suffisamment sûres et satisfaisantes. Et donc, ce qu'il faut, la solution qui est celle à laquelle tout le monde qui est la solution prioritaire, si vous voulez, qu'on met sur les lieux dont on veut privilégier le développement économique en Dordogne, c'est la fibre optique. Donc le problème, l'enjeu, c'est le câblage en fibre optique. Alors, à partir de là, si vous voulez, nous, ce que nous disons, premièrement, nous considérons que c'est l'enjeu prioritaire. Que si on veut développer des choses demain à Bergerac, il faut vraiment qu'on soit positionné très fort là-dessus. Deuxièmement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a... Périgueux a obtenu beaucoup, notamment la CAP qui a obtenu, la communauté d'agglo de Périgueux, une couverture très étendue en matière de fibre optique. Hein? C'est le Grand Périgueux. Oui, c'est le Grand Périgueux, a obtenu une couverture, alors qu'ici, la couverture en fibre optique ne concerne que la ville de Bergerac et ne concerne pas le reste de la communauté d'agglomération, ce qui est quand même très, très regrettable. Ça veut dire que le dossier ici n'a pas été bien défendu. Et ce que nous craignons demain, c'est que
si nous transférons à la CAB, ce soit l'inverse qui se passe, c'est que Bergerac a été relativement bien défendu, mais que le reste de la CAB n'a pas été défendu, et que si demain c'est la CAB qui est en charge du dossier, ce soit le reste de la CAB qui soit défendu et que Bergerac ne le soit plus. Donc nous avons les plus grandes craintes là-dessus, quand on sait l'état d'esprit qui s'est manifesté il y a une semaine. Et troisièmement, ce que nous constatons, ce que je viens de dire d'ailleurs un petit peu, c'est que Périgueux est très favorisé sur ce dossier, alors que Bergerac l'est peu. Et donc, et nous constatons que le poids de Périgueux dans le futur système, le schéma départemental qui a été voté et le syndicat qui se met en place, ce que nous constatons, c'est que le poids de Périgueux est beaucoup plus considérable que celui de Bergerac. Donc nous ne voulons pas transférer cette compétence numérique dans ce contexte. Et donc nous allons nous atteler à ce problème et nous engager sur ce dossier à fond. Discuter avec ceux qui nous paraissent être les interlocuteurs privilégiés sur ce dossier, puisque l'interlocuteur privilégié sur Bergerac, puisque c'est cet opérateur qui doit normalement installer la fibre optique, c'est France Télécom. Et d'autre part, discuter avec le Conseil général pour avoir les garanties les plus fortes possibles en ce qui concerne le câblage en fibre optique de Bergerac. Et si on peut obtenir d'ailleurs que ça soit étendu au-delà de Bergerac sur les autres communes, sur d'autres communes au moins de la CAB, celles qui ont une activité économique importante, nous demanderons, nous nous battrons aussi dans ce sens-là, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et puis, il nous paraît difficile, si vous voulez, que Bergerac, compte tenu de des enjeux, ne soit pas présent dans les instances qui auront à suivre à l'échelle départementale le dossier numérique, que la ville de Bergerac en tant que telle ne soit pas représentée. J'ajoute que nous sommes en train de constituer une équipe extrêmement pointue pour suivre ce dossier. Et que je regrette là aussi que la municipalité précédente, qui était à la fois à la ville et à la CAB, ne se soit pas donné les compétences nécessaires pour suivre ce dossier. J'en dirai un petit mot tout à l'heure en présentant mon directeur de cabinet. Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une situation de blocage, notamment pour la fibre optique, sachant que... Mais pourquoi une situation de blocage ? C'est France Télécom. C'est France Télécom qui intervient. Nous allons discuter avec France Télécom. On a décidé d'arrêter la fibre optique. Mais on n'arrête pas la fibre optique, au contraire. Aux frontières de la commune de Bergerac. Mais c'est ce qui est actuellement dans le schéma numérique départemental. C'est bien la situation que nous dénonçons. C'est bien ce que nous dénonçons, monsieur Mallard. On ne comprend pas vraiment très bien pourquoi c'est pas du rôle de la communauté d'agglomération, de pousser ce projet. Mais parce que nous nous inquiétons beaucoup, étant donné qu'elle l'a mal poussé jusqu'à présent. Nous doutons fort qu'elle le pousse bien dans l'avenir. Voilà. Est-ce que vous pensez que les habitants de la CAB vont comprendre la réaction de la commune principale de la CAB? C'est-à-dire de refuser de céder cette compétence à la communauté d'agglomération. Mais écoutez, c'est un enjeu, pour nous c'est un enjeu absolument prioritaire. Excusez-moi, nous sommes en charge de la ville de Bergerac, nous défendons d'abord les intérêts de Bergerac. Et ensuite nous défendrons aussi, parce que je pense que Bergerac n'est pas seul effectivement dans cette affaire-là, il y a d'autres entreprises. Moi je connais les entreprises qui sont sur d'autres communes et qui sont extrêmement pénalisés du fait que la fibre optique, effectivement, vous avez raison de le dire, n'a été prévue que pour Bergerac. Mais ça, c'est parce que la CAB et la municipalité précédente n'ont pas su défendre le dossier. C'est ça le problème. Et pour défendre le dossier, il faut une volonté politique et il faut des compétences. Or, visiblement, les deux manquaient jusqu'à présent. Non, mais c'est une grosse bataille. Je n'ai pas dit qu'on allait rester dans le statu quo. Je dis qu'il faut que les enjeux soient défendus et qu'ils soient pris en considération. Et bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est qu'au bout à terme, on arrive à un consensus de tous les acteurs. On est bien d'accord là-dessus. Mais ce que nous voulons, nous, c'est défendre quand même d'abord les intérêts de Bergerac. Concrètement, donc, au niveau de la CAB, il y a une utilisation qui a été entamée il y a quelques
moi. Comment ça, vous parliez de donner le choix à certains agents aujourd'hui, là, c'est ça? Alors, Oui, Liliane, vous allez en parler. Oui, rapidement. Enfin, Monsieur le maire vous en a parlé tout à l'heure. Cette mutualisation qui était prévue se trouve aujourd'hui un petit peu remise en question, effectivement, à partir des élections de lundi dernier. La mutualisation qui était prévue, que ce soit de services ou de personnel, apparaît aujourd'hui, effectivement, pour la commune de Bergerac, difficile. Et ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite continuer à accompagner. Et effectivement, pour nous aujourd'hui, il nous paraît beaucoup plus facile à gérer et à accepter que de récupérer sur la commune ces services qui étaient mutualisés. Nous ne l'accepterons pas à partir de maintenant de mutualiser services ou personnel. Voilà. Donc, alors, il y a des services et des fonctionnaires. Les services informatiques, marché public, ça ce sont les services. Voilà. Et les personnels... vous avez le directeur général des services. Moi, je lui ai dit, monsieur Delage, auquel j'ai dit, nous avons dit très clairement que nous souhaitions travailler avec lui. Mais j'espère que nous pourrons continuer à travailler avec lui au moins pendant un certain temps, parce qu'on apprécie beaucoup et ses compétences et je dirais et sa disponibilité. Donc je dirais... Sa situation actuelle, c'est qu'il est actuellement DGS de la ville et DGS de la CAB. Et ça, c'est une situation qui vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir la même personne qui travaille... D'abord, sur le principe, j'ai toujours été hostile à ce que le DGS de la ville soit en même temps DGS de la CAB, parce qu'on est dans une situation, il me semble, de conflit d'intérêts. Donc quand j'étais à la fois maire de Bergerac et président de la communauté de communes, j'avais refusé que le DGS de Bergerac soit en même temps, alors il le souhaitait, parce que les DGS, l'intercommunalité, ça les intéresse toujours beaucoup, j'avais refusé qu'il exerce ces deux fonctions. Mais en plus, dans la situation d'aujourd'hui, vous comprenez bien que c'est une situation qui n'est pas acceptable pour nous et qui n'est pas tenable pour lui, de se trouver pris entre deux feux, quelque part. Et c'est la même chose pour un certain nombre d'autres fonctionnaires qui sont des ingénieurs. Alors le directeur des services techniques, qui était dans la même situation, M. Rico, qui était détaché de la région Aquitaine, c'est pareil, moi, nous, on a un très bon contact avec lui, mais il nous a dit que lui, donc, il allait rejoindre la région Aquitaine, donc il partira au mois d'août, en principe. Et puis, on a 3 ou 4 autres fonctionnaires qui sont dans cette situation, et donc on va leur demander de faire un choix. Au niveau de la communication, notamment, aussi? La communication, c'est un problème tout à fait différent. La communication, c'est sûr que la communication... alors, je crois qu'il y avait un cabinet qui était plus ou moins commun. Moi, ici, on a un cabinet qui est purement ville. Et la communication... j'ai pas le sentiment que la communication, a priori, mais pour la communication, on n'a pas encore pu aller très au fond des choses. Et puis, on n'a pas traité ça en priorité absolue, mais c'est Laurence Rouen qui a commencé à y travailler. Pour nous, la communication, eh bien, évidemment, elle ne sera que ville. Et j'ajoute une chose, c'est que jusqu'à présent, la communication était rattachée directement au cabinet du maire. Que désormais la communication va redevenir un service normal. C'est-à-dire que ça sera un service comme les autres, bien sûr suivi par un élu référent, mais sous l'autorité du directeur général des services. C'est la communication de la ville, c'est pas la communication politique du maire et de ses amis, c'est pas tout à fait pareil. Et est-ce qu'on aura toujours accès ici en ville aux communications au sens large avec un S de la CAB, notamment sur les panneaux, sur les... Pour l'instant, c'est pas prévu, mais la CAB, vous savez, est très faible en matière de communication, et la ville ne nous paraît pas très forte non plus sur ce terrain. Alors, je vais dire un mot sur le recrutement, sur mon cabinet, parce que ça vous apportera quelques éclaircissements. Donc, j'ai recruté comme directeur de cabinet M. Thierry Rochelet, qui est ici, qui est ingénieur en informatique, qui a fait notamment de la recherche sur les systèmes informatiques et les réseaux informatiques, et qui sera chargé qui aura à la fois les fonctions de directeur de cabinet, c'est-à-dire de relations avec l'ensemble des acteurs de la vie bergeracoise,
et qui sera un peu un point d'entrée pour la ville, hein, pour l'ensemble de ses acteurs, et qui, en outre, aura 2 missions très spécifiques. La première, c'est le suivi du dossier du numérique. Et je suis heureux que nous ayons pu recruter quelqu'un qui a vraiment les compétences nécessaires pour suivre ce dossier et qui sera chargé également d'établir la transparence de l'information à la ville et de mettre en place le système Open Data, notamment à travers le site web de la ville, ce qui est une nécessité. Moi, ce que je constate, vous me parlez de la CAB, c'est que la communication de la CAB, ils ont juste mis en place, malgré tous les moyens qu'ils ont, un site web à la veille des élections, et que sur ce site web, si vous y alliez, vous ne trouvez pratiquement rien. Donc il y a un problème, effectivement, vous avez raison de le dire, d'information et de communication à la CAB. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, comme chef de cabinet, je reprends mon ancienne chef de cabinet, Fatima El Arch, qui sera chargée de suivre les relations avec l'ensemble de l'équipe des élus et de diriger toute la partie, je dirais, cabinet en contact avec l'ensemble de nos concitoyens, les demandes d'intervention, toutes ces choses-là, mais aussi de suivre tout ce qui concerne l'organisation de l'équipe, ses représentations, etc. Voilà. Les choses sont claires là-dessus. Vous avez donc un directeur de cabinet qui vient pas du monde politique, qui n'est pas issu de l'administration J'ai un directeur de cabinet qui a des convictions politiques, mais qui n'est pas quelqu'un qui vient du monde politique. Enfin, c'est un poste qui est politique aussi. C'est un poste qui est politique, non mais je vais vous dire, je peux dire vos... Oui, tout à fait. Ah, monsieur Rochelet a comme moi des convictions gaullistes. On n'est pas tout à fait dans la même branche du gaullisme, puisqu'il il appartient à Debout la République, qui est la formation que dirige Nicolas Dupont-Aignan. Moi, je suis plus sur le rassemblement gaulliste. Je me situe nettement plus à gauche que Debout la République. Je suis plutôt ce qu'on appelle un gaulliste de gauche. Mais je veux dire, nous sommes un rassemblement. Et toutes les sensibilités, pas seulement gaullistes d'ailleurs, je rappelle qu'il y a avec nous sur notre liste des gens qui viennent de l'UMP, des gens qui viennent du MoDem, des gens qui ont appartenu au Parti Socialiste, des gens qui sont des chefs d'entreprise, d'autres qui sont des militants syndicaux, donc je dirais, c'est le rassemblement. Voilà. Une dernière question en termes d'open data. En termes d'open data, ça sera quoi la priorité par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? En termes d'open data, écoutez, monsieur le directeur de cabinet, vous qui êtes un grand spécialiste de ce sujet, vous pouvez dire quelques mots. Pour le moment, on va les définir. Aujourd'hui, on est dans une opacité, donc passer de l'opacité à la lumière, ça ne va pas se faire en 10 minutes. Donc il faut qu'on décide d'un certain nombre de priorités. D'abord, la volonté des élus d'amener un certain nombre d'informations, et puis aussi une concertation avec les différentes associations pour les informations qui les intéressent prioritairement. Et puis de l'autre côté, avec les entreprises, qui peuvent aussi tirer un parti de ce type d'informations, pour développer d'un côté de l'emploi avec des nouvelles économies, et puis des nouveaux services pour les Bergeracois. On va essayer de faire une concertation avec tous ces acteurs pour voir quelles sont les priorités, sachant qu'on ne pourra pas tout faire en même temps. Et j'ajoute une chose, c'est que notre volonté aussi, c'est de mettre à disposition des médias, des associations, de nos concitoyens, toutes les études que nous faisons faire, qui sont financées, entre parenthèses, par les contribuables. Et donc qui sont du domaine public en tant que tel. Si on fait financer des études avec l'argent des citoyens, la moindre des choses, c'est quand même que les citoyens en disposent. Enfin, c'est ahurissant ce qui s'est passé jusqu'ici. Le Tour de France. Oui. Il viendra, ça c'est sûr. Est-ce que toute l'organisation qui a été mise en place par l'équipe précédente va rester? Alors, sur le Tour de France, je vais vous répondre oui. Sur le Tour de France, il n'y a pas de bouleversement. Hein. Il y a 2 instances. Il y a le comité local d'organisation du Tour, dont le président d'honneur est Pascal Chanteur, et qui est présidé par monsieur, j'ai plus son nom... Non, c'est pas monsieur Lebaille, c'est monsieur... Oui, voilà. Mais donc, je veux dire, ce comité reste en place, simplement,
Nous avons des représentants de la municipalité qui vont participer à ces travaux. Et puis nous avons la cellule de suivi du Tour de France ici à la ville, à laquelle que je suis personnellement, avec Adib Benfedoul pour la partie financière, Christian Bordenave pour la partie technique, Alain Gipoulou pour la partie sportive et Laurence Rouen pour la partie, je dirais, plus communication, mise en valeur de Bergerac. Voilà. Donc, et nous avons déjà eu une réunion de travail de cette cellule à laquelle d'ailleurs étaient participés les gens du comité d'organisation du Tour. Pascal Chanteur était là, nous nous sommes rencontrés ensuite avec Pascal Chanteur. Nous avons continué à travailler tout à fait de cette façon. Et je veux dire, il n'y a aucun... à mon sens, il n'y a aucun souci. Et ma porte est ouverte à Pascal Chanteur, je le revois cet après-midi. Il n'y a aucun... D'abord, il n'est pas pensable que, je veux dire, il n'aurait pas été concevable, puisqu'il y était, lui, il était d'abord présent en tant que représentant de la municipalité, mais il est aussi dans cette affaire en tant qu'ancien champion cycliste, qui a quand même très largement contribué à l'avenue du Tour à Bergerac. Et donc, il est, je veux dire, il est hors de question, il n'est pas question de le mettre en aucune façon sur la touche, et on va travailler... Et tous les projets sans problème. Tous les projets de partenariat avec les entreprises, enfin, tout ce qui avait été mis en place et présenté, comme les packs déjeuner présents sur la ligne. Bah, écoutez, on est en train a priori, on ne remet pas rien en question. Simplement, on s'assure que ça tient bien dans l'enveloppe prévue. Mais je crois qu'a priori, tout le monde y met du sien. Et donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Est-ce que vous inviterez le président de la CAB à nous donner le départ avec vous? Le président de la CAB sera certainement invité. Je ne pense pas qu'il sera invité à donner le départ. D'ailleurs, le départ, c'est le départ du contre-la-montre. Ça s'échelonne pendant toute la journée, donc c'est un départ un peu particulier. C'est pas tout à fait le départ habituel du Tour de France. Mais il sera invité, permettez-moi, d'ailleurs, il sera invité comme seront invités beaucoup de gens du Bergeracois et au-delà. Permettez-moi de rappeler quand même là-dessus une petite histoire. C'est que quand le Tour de France est passé la fois précédente en 1994, j'étais à l'époque député du Bergeracois puisque j'avais été élu en 1993, que la municipalité m'avait sollicité à l'époque en tant que député. D'ailleurs, ça a été mon premier contact avec M. Bordenave, qui suivait le Tour de France en tant que directeur des services techniques. J'ai été sollicité pour obtenir du préfet que l'arrivée dans Bergerac se fasse par la Nationale 21 à partir de la Ribéry, alors que l'État, jusque-là, ne voulait pas. J'ai obtenu effectivement que l'arrivée se fasse par là. Je n'ai pas été invité, je n'ai reçu aucune invitation de la part de la municipalité pour le Tour de France. Ce qui finalement m'a rendu un très grand service sur le plan électoral, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'était une étape contre la montre. Je suis allé avec mes enfants suivre la première partie de l'étape en haut de la côte de l'Imbras. Vous savez, la côte quand vous arrivez de la Ribéry, ce qui était une très belle vue d'ailleurs. Et puis ensuite, je me suis rendu à pied depuis là jusqu'à l'arrivée à Pic-Caillou. Et en me rendant à pied depuis là jusqu'à l'arrivée à Pic-Caillou, j'ai dû serrer la main d'à peu près toute la population bergeracoise. Donc excusez-moi que merci Monsieur Manet de m'avoir offert cette belle occasion de promotion politique. Voilà. Alors que si j'avais reçu une invitation, je serais peut-être allé sur la ligne d'arrivée où je me serais retrouvé avec les 300 personnes qui ont l'habitude d'être toujours les mêmes, qui se retrouvent dans toutes les circonstances. Voilà. J'ai plus de questions. Faire toujours très attention à ne pas inviter ses concurrents, ses quelquefois ou adversaires. Ça a quelquefois la Félibrée. Ah oui. Juste un petit mot sur la Félibrée. Donc, il y avait 60 000 € de subvention initiale. Donc, comme vous le savez, il y a un découvert, parce que la Félibrée n'a pas eu, malheureusement, le succès attendu, puisque
On parlait de 80 000 personnes, je crois qu'il y en a eu 12 ou 15 000 maximum. Qu'il y a eu des frais quand même importants aussi. On a imposé le périmètre qui était trop large. Autre problème, on avait confié ça à une société d'organisation d'événements bordelaise qui était visiblement pas adaptée à ce type de manifestation, parce que la Félibrée, c'est quand même quelque chose de très local, et puis il y a un esprit quand même, comme on a beaucoup entendu parler d'esprit ces derniers temps, il y a un esprit Félibrée, il n'y a pas qu'un esprit Bergerac. Et puis... et donc voilà, donc il y a eu un déficit, et puis il y a eu un problème aussi, j'ai su qu'une partie des gens qui devaient tenir les guichets sont partis avant l'heure prévue, ce qui fait que les guichets ont été abandonnés avant l'heure prévue, ce qui fait qu'une partie des recettes a été aussi perdue de cette façon. Et puis on a découvert aussi qu'il y avait des factures qui avaient été payées au comité de la Félibrée à hauteur donc un déficit 60 000 plus 55 000 plus 40 000 euros de factures qui ont été que la ville a racheté au comité de la Félibrée en partie. Alors c'est en partie il y a des guirlandes dans une première facture, il y a des guirlandes, il y a une vache. Il y a une vache, oui, une reproduction de vache en grandeur nature. Et il y a même un petit gabarreau ou quelque chose comme ça. Donc on est en train de vérifier d'abord qu'ils ont bien été remis à la ville. Et puis une autre ensemble de factures, c'est l'acquisition par la ville d'un jet d'eau. C'est le jet d'eau qui était sur la Dordogne à hauteur de 31 000 euros. Alors excusez-moi, est-ce que dans les circonstances actuelles... avec les difficultés que connaît le budget de la ville, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller s'amuser à acheter un jet d'eau 31 000 euros Je pense que la Chambre régionale des comptes, et peut-être même la Cour des comptes seront intéressés par ce dossier. Non.